répondu à notre invitation ici au Québec et aussi en France. Alors, heure du lunch, heure de l'apéro pour certains. Nous sommes supposés être plus d'une centaine en ligne, issus de petites, de grandes entreprises, de secteurs variés. Heureux signe que nous sommes plusieurs à être interpellés par la raison d'être de nos entreprises. Je suis Caroline Ménard, je dirige la boutique de management Brio et j'ai le privilège d'animer cette rencontre aujourd'hui. Chez Brio, notre raison d'être, c'est d'accompagner la réflexion stratégique et la transformation des entreprises et des leaders pour qu'ils créent une différence dans la vie des gens et de leur communauté. Au-delà de ce qu'on fait auprès de nos clients, ben, on est nous-mêmes engagés, on souhaite être utile et faire une différence dans la communauté par notre engagement auprès de différents organismes, par une certification B Corp dans laquelle nous nous sommes engagés, par un soutien qu'on va, pandémie oblige, remettre un petit peu plus tard, mais on a choisi d'ouvrir nos locaux à des startups qui partagent des valeurs humanisme comme les nôtres. Je sais que nous sommes plusieurs autour de l'écran à penser que la raison d'être, le succès des entreprises ne peut plus seulement se définir par la richesse créée pour le bénéfice de ses actionnaires. Elle doit se redéfinir par la création de valeur au bénéfice de 5 parties prenantes. Les actionnaires en font partie, mais ce ne sont pas les seuls. On parle des clients, des employés, des fournisseurs, des actionnaires et de la communauté dans laquelle on s'implique. Et ce, en alliant certainement la prospérité économique, on ne la laisse pas du tout de côté, mais on la lie à l'utilité sociale. C'est ce que mon ami et mentor André Coupet a appelé l'entreprise progressiste. Sujet d'ailleurs du livre dont il va nous parler aujourd'hui. Alors André, que plusieurs d'entre vous connaissez du temps qu'il dirigeait Sécor Paris, entre autres, se consacre depuis plusieurs années à réfléchir, à animer des communautés, à éveiller les esprits autour de ce nouveau modèle économique pour les entreprises. Et notre cher André a récemment publié un livre pratique et magnifiquement illustré. Je vous le montre. Si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, on va tout vous dire où le faire. C'est à ne pas manquer, dans lequel André présente des cas concrets d'entreprises qu'il décrit comme progressistes. Alors, Brio a le privilège de faire partie de cette liste aux côtés de Cascade et Déclic que je vous présente dans quelques instants, mais aussi de Prana. Je pense que Marie-Josée Richer est avec nous aujourd'hui, de Communauto. Je pense que M. Benoît Robert est avec nous aujourd'hui, de Bonduel et de plein d'autres que je vous laisse découvrir dans le livre. Alors aujourd'hui, on va certes s'entretenir avec André Coupet, mais aussi avec deux formidables représentants de ces entreprises modèles. Je vous les présente. D'abord, Kathleen Désir, qui est PDG et fondatrice de Déclic. Alors, l'entreprise qui fait briller le talent des enfants, elle va nous en parler. Et Kathleen est aussi présidente du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Et M. Hugo Damour de Cascade, qui est vice-président communication, affaires publiques et développement durable chez Cascade, qui est bien connue, entreprise bien connue de nous tous. Donc, avant de leur céder la parole, je veux vous inciter à utiliser le chat à tout moment pour partager vos réactions, vos questions que vous auriez, puis ça va me faire plaisir là, de les intégrer à la conversation. On va essayer de faire ça convivial, même si on aurait aimé ça se voir en personne, on va essayer d'être le plus près les uns des autres à distance. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, on débute avec toi, cher André. Raconte-nous, André, c'est un projet colossal, écrire un livre. D'où te vient cette idée, cette inspiration? Eh bien, merci Caroline de ton accueil et bonjour tout le monde. Je suis très heureux
d'échanger avec vous sur ce livre, effectivement, qui a pris beaucoup d'énergie. Je dirais, il y a deux raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette aventure. La première raison, elle vient de l'engagement. Pour moi, ce livre est un engagement qui, comme pour tout le monde, quand on s'engage, ça vient, je dirais, d'une indignation. Personnellement, je me suis indigné il y a une dizaine d'années, quand j'ai vu qu'après la crise des subprimes, rien n'était changé dans le modèle qui nous gouverne, le modèle capitaliste. Hein. Les écarts de revenus, les écarts de richesse n'ont cessé depuis ce temps-là de s'accentuer. Je lisais tout récemment une étude sur la pandémie et on analyse ceci sur la richesse en disant que les milliardaires ont retrouvé le niveau de 2019 en 8 mois. Depuis le début de la pandémie, 8 mois après, ils étaient revenus au même niveau que fin 2019. Les catégories les plus pauvres vont s'en remettre dans 10 ans peut-être. Elles vont retrouver le niveau, non pas de richesse, mais de pauvreté dans lequel elles étaient déjà en 2019. Cette indignation-là, je l'ai tous les matins. Voyez. La deuxième raison, c'est que j'ai fait ce livre pour les dirigeants d'entreprise qui se disent, il est clair qu'il faut qu'avec mon entreprise, on fasse quelque chose, qu'on essaie de contribuer à un monde meilleur, plus durable, plus juste. Mais quelque part, on fait des choses, on avance sur la gestion des déchets, on s'occupe un peu de produits verts, on fait un peu de mécénat, un peu de philanthropie, mais on n'a pas trouvé encore le modèle. On n'a pas un modèle à 360 degrés hein, qui donnerait aussi une marche à suivre. Alors c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait. Cette deuxième raison, on parle beaucoup du capitalisme des parties prenantes en ce moment. C'est un terme à la mode, on en parlait récemment à Davos, mais où est le livre qui décrit le capitalisme des parties prenantes? Ben, j'ai la prétention d'en avoir écrit un, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite et qu'on l'enseignera dans les universités. Mais en même temps, je l'ai fait ce livre avec des amis, des gens d'affaires du Québec, de France, etc. Et avec des entreprises exemplaires. Tu as cité bien sûr nos amis de Cascade et de Click et de Prana, Communauto, Nature et Découverte, Bonduel, etc. Alors voilà. On boit tes paroles, André. On est curieux. Parle-nous de ce modèle, justement, de l'entreprise progressiste. Oui. De quoi on parle? J'ai mis sur papier une règle, j'appelle ça la règle du 2 x 5. D'abord, il faut regarder les choses par le spectre des parties prenantes. Il y a 5 grandes parties prenantes. Il y a les clients, les employés, les actionnaires, les fournisseurs et les acteurs de la communauté et du territoire. C'est à travers ce prisme-là que je regarde tout. De la raison d'être, c'est avec ces parties prenantes. La stratégie, on crée de la valeur pour les parties prenantes. Le tableau de bord, on le fait avec les parties prenantes. Voyez? Deuxième règle de 5, il y a 5 composantes. Et vous ne serez pas surpris de voir que dans le livre, il y a 5 chapitres au cœur du livre pour chacune de ces parties prenantes. La première composante, c'est la fondation de la maison, ici en bas. C'est la raison d'être de l'entreprise. Hein? Les entreprises ont souvent un énoncé de mission au service du client, ce qui est déjà très bien. Mais il faut aller au-delà et se donner une raison d'être en faveur de la société et répondre à la question à quoi mon entreprise sert dans la société. La réponse à cette question, il faut qu'elle soit collective. Ce serait tentant pour un propriétaire ou un directeur général d'entreprise de dire c'est ça la raison d'être, avec mon équipe de direction, on est d'accord, c'est ça, c'est fini. Non, il faut le faire avec les parties prenantes, il faut les questionner, aller chercher ce que pensent les fournisseurs, les clients, les employés, bien sûr, et les gens de la société civile, les citoyens autour de nous. Alors,
Tout le monde contribue à la définition. Ça se termine, bien sûr, par un énoncé assez court, assez simple, un paragraphe, 2 lignes, mais il y a quand même quelques pages derrière qui vont orienter après la stratégie de l'entreprise. Alors on connaît, vous l'avez certainement vu dans les journaux, la raison d'être de Patagonia ou la raison d'être de Danone qui s'exprime d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Alors, celle de Prana, par exemple, à Montréal, et Prana, chacun le sait, fabrique des collations bio, c'est 2 lignes. Première ligne, promouvoir une vie saine par une bonne alimentation. Et deuxièmement, changer le monde en réparant le système alimentaire. Eh bien, ça veut dire que Prana aide ses clients à prendre conscience que leur santé dépend de leur alimentation. Et Prana aussi, en amont, travaille avec les agriculteurs, avec les producteurs, des producteurs québécois ou des producteurs d'Amérique latine, par exemple, pour qu'ils transforment leur processus de production vers le bio, n'est-ce pas? Et ils travaillent avec eux dans un esprit du commerce équitable, c'est-à-dire d'apporter une rémunération juste. Voyez? Donc, avec la raison d'être, l'entreprise se repositionne au carrefour de l'économie et de l'humanisme, au carrefour de la prospérité et de l'utilité sociale. On va regarder, si vous voulez bien, les valeurs. C'est la deuxième composante, le management par les valeurs. On ne peut pas déployer une raison d'être humaniste, vous le comprenez, avec des principes et des comportements reliés à l'égocentrisme, à l'avidité, à la cupidité. Dans l'entreprise progressiste, on a besoin de 2 catégories de valeurs. Pas nombreuses, mais une première catégorie que j'appelle les valeurs de l'harmonie, celles qui nous permettent de bien vivre ensemble. Alors c'est le respect, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'intégrité et l'équité. Puis il y a 2 valeurs d'engagement, puisque là il faut se retourner vers l'extérieur, la solidarité et la générosité. L'ouverture à l'autre, vous le comprenez, est centrale. Pourquoi? Parce qu'elle débouche sur la bienveillance, sur l'empathie, sur l'humilité et sur la confiance. Alors, regardez, la 3e composante du modèle, c'est la stratégie. Alors, tout le monde est familier avec un plan d'affaires d'un côté, puis on a vu dans les entreprises apparaître des programmes de développement durable ou de RSE et sur un autre côté. Autrement dit, il y aurait le business as usual et puis il y aurait les bonnes actions de l'autre côté. Non. Dans une entreprise progressiste, on intègre totalement la RSE au cœur de la stratégie. Il n'y a qu'un seul plan, il n'y en a pas 2, et une seule direction. Donc, on aura une application au cœur de cette stratégie des modèles dont on entend parler, les modèles de l'économie circulaire. Et puis, Cascade va nous en parler, mais Ramea et Bonduel, dans mon livre, sont exactement des acteurs de l'économie circulaire. On a l'économie du partage chez Communauto, on a le commerce équitable aussi. Donc, vous voyez, ça donne du corps à ce que ça veut dire développement durable, à la stratégie, et tout est intimement lié avec des engagements et des objectifs mesurables. Vous voyez? Voilà. La 4e composante, qui est souvent oubliée par bien des spécialistes de la responsabilité des entreprises, c'est la gouvernance. De quoi parlons-nous quand on parle de gouvernance? On parle de pouvoir et de l'art de décider. Trop de gens définissent la gouvernance par la conformité à des règles et des institutions. Il faut revenir au pourquoi la gouvernance, elle existe pour prendre des bonnes décisions. Donc, ça pose la question de qui prend les décisions, ça pose la question du pouvoir. Dans une entreprise au service des parties prenantes, qui va avoir une vision vers la société, la gouvernance va être ouverte aux parties prenantes. Et c'est un sujet extrêmement délicat et on voit apparaître
très peu dans le modèle anglo-saxon, mais dans 13 pays européens, on a maintenant des administrateurs salariés qui sont en Allemagne, on a la codétermination, c'est-à-dire c'est 50% d'actionnaires et 50% de salariés. Moi, je propose la tridétermination, c'est-à-dire qu'il y aura des représentants des actionnaires, des représentants des salariés et des administrateurs indépendants qui vont défendre les besoins et les intérêts des clients, des fournisseurs et de la société civile. Voilà pour la quatrième composante. La cinquième, et non la moindre, c'est celle des résultats et de la performance désormais globale. Elle aussi, il faut l'intégrer. Bien sûr, on aura des indicateurs purement économiques reliés aux chiffres de vente, à la marge, au panier moyen, à la productivité, etc. Mais on va y mêler des indicateurs environnementaux et sociaux reliés aux gaz à effet de serre, reliés à la création d'emplois, à la mobilisation des employés. Et il y a un indicateur, par exemple, qui mélange un peu les deux, c'est le chiffre d'affaires aligné sur la raison d'être. Alors, est-ce que c'est économique ou est-ce que c'est sociétal, cet indicateur? C'est les deux. Voyez. Donc, il faut un tableau de bord maintenant, organisé à partir des parties prenantes et qui mixe les deux types d'indicateurs. Voilà un peu les composantes, Caroline, du modèle que je présente. Très clair, André. On a hâte avec ça, on a hâte de voir comment ça s'incarne dans la réalité des entreprises. En 2 minutes, André, avant qu'on cède la parole à Kathleen et M. Damour, dis-nous, est-ce qu'ils sont, on va les écouter là, mais est-ce que ce sont des entreprises parfaites, les entreprises progressistes? Là, est-ce qu'on va avoir ont-ils des défauts? Absolument, absolument. Je ne les dirai pas, mais moi, j'en ai vu. Elles ne sont pas parfaites, mais je peux vous dire, ce sont des entreprises responsables, engagées et avec de bons résultats. Et je n'ai pas dit économiques ou sociétaux, non. Des deux côtés, ils ont des bons résultats. Et aucune d'elles n'est parfaite et elles sont décidées à avancer encore. Moi, j'ai l'habitude de dire, et progressiste, toute entreprise qui met le premier pied dedans. Je dis, à partir du moment où vous commencez à réfléchir à votre raison d'être, vous êtes devenu progressiste parce que vous sortez du traditionnel champ d'opération et déjà dans votre esprit, le profit n'est plus le bout du bout du bout. Le profit devient l'outil absolument indispensable pour pouvoir être utile à la société. Je suis un partisan du profit, c'est bien évident, mais comme moyen. Parce que sans profit, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de progrès. N'est-ce pas? Donc, soyons absolument convaincus de cela, mais un profit raisonnable en ce qui concerne les dividendes, mais mettez-en tant que vous voulez pour créer de la valeur au profit des parties prenantes. Voyez? Donc, on est progressiste dès qu'on a mis le pied dedans, comme ça. Voilà. Bon, ben alors, tournons-nous vers justement des gens qui ont le pied pleinement dedans. Alors, parlez-nous d'abord, Kathleen, parlez-nous de votre raison d'être, justement. Puis, est-ce qu'on est progressiste ou on devient progressiste? Donc, ça arrive comment, ça? Ah, c'est une excellente question. Bonjour, merci Caroline, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, Caroline désire effectivement. Nous, notre raison d'être chez Déclic, c'est vraiment d'être une passerelle vers l'inclusion pour le plein épanouissement de chacun. Ce que ça veut dire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants qui ont des retards au niveau dans leur développement, et on les aide à atteindre leur plein potentiel et à faire briller leur talent. Donc, on est une équipe de professionnels, des professionnels en santé et en éducation qui intervenons dans les milieux de vie des enfants et qui les recevons aussi en clinique. La question de est-ce qu'on est progressiste ou est-ce qu'on le devient, c'est une excellente question. Moi, je dirais plutôt qu'on porte des valeurs. On porte des valeurs, on a une intention au début. Donc, l'intention était très physiquement, c'était d'intervenir auprès de l'enfant qui a des besoins particuliers. Puis petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire de Déclic, je me suis rendu compte
que l'impact était plus grand, que l'impact était vraiment un impact d'épanouissement, qu'au-delà d'aider un enfant à pouvoir parler ou à récupérer sa motricité, à le faire rentrer à l'école comme tous les autres enfants, au-delà de ces belles réalisations-là, on arrivait aussi à créer des milieux de vie plus sains, à vivre des réalités d'inclusion, à voir l'impact de la différence dans un milieu de vie régulier, à voir les professionnels grandir et sentir qu'ils se réveillent le matin, ils savent pourquoi ils se réveillent, puis quel est l'impact à tous les jours de leur métier. Et là, on se dit, attends une minute, là, je fais pas juste de l'intervention auprès de l'enfant. Notre intervention, elle devient plus grande, puis finalement, on devient un leader aussi dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et là, en équipe, on se met à réfléchir, puis à se dire, bon, mais au-delà de l'intervention, quelle est notre réelle raison d'être? Puis ensemble, on a cogité, on a mijoté, on est revenu à nos valeurs essentielles, ou quand quand André nommait tout à l'heure l'importance des valeurs, on a fait l'exercice pour réaliser qu'on a toujours porté les valeurs de progression, bien sûr, hein, on veut faire progresser l'enfant. On a toujours porté les valeurs de la collaboration parce qu'on travaille ensemble, mais le plaisir aussi de par notre métier. Donc, ces valeurs-là, une fois qu'on les nomme, une fois qu'on nomme notre raison d'être, qui est d'être cette passerelle vers l'inclusion pour le plein épanouissement de chacun, puis quand je parle de chacun, c'est l'enfant, la famille, les professionnels, nos parties prenantes, puis finalement aussi la communauté. Et là, tout prend son sens, tout devient cohérent. On met devant nous les objectifs qu'on veut atteindre et tout se dessine dans le quotidien sur comment on va les atteindre. Fait que je vais y aller plus concrètement. Présentement, pandémie, boum, 13 mars 2020, les milieux de garde ferment, les écoles ferment, on peut plus rendre de service, on peut plus venir en clinique. Qu'est-ce qu'on fait? On se ramène à notre raison d'être, on se ramène à nos valeurs, puis on se dit, OK, on n'a pas le choix, on peut plus aller dans les milieux, les familles peuvent plus venir en clinique, mais on a toujours notre raison d'être, qui est d'être cette passerelle vers l'inclusion pour le plein épanouissement de chacun. Alors, comment est-ce qu'on peut rejoindre encore plus la communauté? Comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'impact? C'est sûr qu'on s'est retourné vers la technologie. Puis au-delà de rendre le service de manière virtuelle, la télésanté, chose qu'on fait maintenant, ben, on travaille avec toutes nos parties prenantes à mettre en place une plateforme pour aller rejoindre encore plus d'enfants et avoir plus d'impact. Donc, on est toujours dans la progression. On va pouvoir suivre l'enfant dans sa progression. On le fait en collaboration. Donc, les parents participent à la création de cette nouvelle bibliothèque virtuelle qu'on est en train de mettre en place. Et finalement, on le fait bien sûr dans le plaisir. Donc, ça va être hyper ludique. Donc, quand on se ramène tout le temps à nos valeurs, ce qu'on fait finit par avoir un impact beaucoup plus grand et avoir un sens très cohérent au quotidien. Merci. Mais Monsieur Damour, chez Cascade, qu'est-ce que... Bien, pour répondre à votre question, Caroline, chez nous, on est clairement né progressiste. Alors, on a fait le choix au fil du temps de le demeurer, mais je pense qu'on a été fondé autour même de cette idée de progressivité. Comme vous pouvez le voir, notre raison d'être, c'est de contribuer au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète en proposant des solutions durables, innovantes, créatrices de valeur, ce qu'on exprime aussi parfois différemment par révéler le plein potentiel de la matière, des gens et des idées. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec l'histoire de Cascade, notre entreprise a été fondée par les frères Lemaire au début des années 60, autour d'idées toutes simples de faire du neuf avec du vieux. André Coupet parlait tout à l'heure de l'indignation, qui est un moteur de changement. Le paternel, le père des frères Lemaire, opérait une petite compagnie qui collectait les déchets domestiques à Drummondville et était fasciné et indigné par la quantité de matériel qui se retrouvait au site d'enfouissement. Alors, on est à la fin des années 50, début des années 60. Et il a l'idée toute simple, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de récupérer une partie de cette matière-là, puis de lui donner une deuxième, une troisième, en fait, lui redonner plusieurs vies, et commence à tester des recettes pour remettre en pâte des vieux papiers afin de les vendre à des compagnies papetières. Alors, soyons clairs, dans les années 60, la récupération, ça n'existait à peu près pas. Alors, c'était des gens qui étaient très, très en avance sur leur époque.
à ce point en avance que quand ils ont mis au point des recettes de pâte, ils ont essayé de la vendre à des entreprises du secteur papetier, personne n'en voulait. Pourquoi on achèterait une pâte recyclée alors qu'on peut en acheter une vierge qui est extraite ou qui est faite à partir de la forêt, qui est une ressource inépuisable, du moins c'est ce qu'on pense à l'époque. Alors ils s'intègrent, finissent par ouvrir un vieux moulin à papier, en fait, à réouvrir un moulin qui avait été abandonné. Puis, donc on est né autour de la récupération, on est bâti sur la récupération. André Coupet parlait tout à l'heure de l'importance que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, soit intégrée dans la stratégie. Elle est non seulement intégrée dans la stratégie, mais ça en est le modèle d'affaires. Alors, et tout ça, c'est maintenu à travers le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en 2021, 84% de toute la matière première qu'on utilise dans l'ensemble des produits qu'on fabrique est toujours aujourd'hui de la matière recyclée. Donc, pour nous, ça a été, je dirais, c'est le fondement, c'est le modèle d'affaires de notre entreprise. Maintenant, je dirais que ça s'est étendu à l'intérieur de l'organisation. Aujourd'hui, notre responsabilité sociale, c'est d'avoir des opérations qui sont vertes, donc qui ont un impact minimal sur l'environnement, mais c'est également de s'approvisionner auprès de fournisseurs qui sont verts et essayer de développer puis de mettre en marché des produits qui sont éco-conçus, donc dont on pense à la fin de vie avant même de les mettre en marché, avec toujours pour conséquence de réduire le plus possible son impact sur l'environnement. Alors pour nous, cette raison d'être-là, elle vit à tous les jours dans notre organisation de différentes façons. Puis je peux vous donner un exemple très concret. Quand on parle, par exemple, de contribuer au mieux-être de la planète, bien, quand on développe des nouveaux produits chez nous, découlant de cette raison d'être-là, on s'est fait une grille d'analyse, puis on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que le produit qu'on songe à développer va réduire l'impact sur les ressources naturelles? Est-ce qu'il va impliquer une réduction de la quantité d'emballage? Est-ce qu'il intègre un plus grand nombre de fibres recyclées? Est-ce qu'il va permettre, par exemple, de prolonger la vie d'un produit sur la tablette, donc de réduire le gaspillage alimentaire? Si on répond non à ces questions-là, bien, on abandonne tout simplement ce produit-là et puis on passe à autre chose. Donc, cette raison d'être-là, on la fait vivre à travers toutes sortes de comportements à tous les jours. Le mieux-être des personnes, évidemment, ça commence avec nos employés, c'est fournir des conditions de travail, des environnements de travail qui sont sécuritaires. C'est partager les profits avec nos employés. On est une entreprise qui partage les profits avec les employés depuis 1967, qui est la première année où on a généré des profits. Et bien-être des communautés, bien, au moment où les Frères Lemaire ont redémarré le vieux moulin de Kings Falls en 1964, les gens de la communauté gagnaient beaucoup plus cher à travailler dans les mines d'amiante des municipalités voisines. Les Frères Lemaire, à l'époque, leur avaient dit, bien, si vous venez travailler avec nous, on va vous payer moins cher, mais quand l'entreprise fera des profits, on les partagera avec vous. Et ce que les employés avaient fait, ils les avaient suivis, ils étaient venus travailler pour Cascade. Alors, il y a toujours eu ce sentiment-là chez nous qu'on est largement redevable aux communautés dans lesquelles on opère aussi. Donc, on essaie à tous les jours d'avoir, à travers nos opérations, le moins d'impact possible dans les communautés, mais à travers notre engagement, à travers le bénévolat, à travers le fait qu'on dégage nos employés 2 jours par année pour s'impliquer, payer dans des causes communautaires. À travers tout ça, on essaie d'avoir le minimum d'impact négatif dans les communautés, le maximum d'impact positif. C'est extraordinaire, ces deux histoires. Est-ce que des désavantages? Je parlais d'entreprise parfaite tout à l'heure. Vous allez dire que je cherche les bébites. Mais c'est quoi les obstacles? Est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez dans cette aventure? Je commencerai avec vous, M. Damour. Bien, sur le plan des obstacles, il y en a sans aucun doute. Je faisais référence tout à l'heure à la nature recyclée de nos produits. C'est très intéressant d'entendre les Frères Lemaire raconter leur début. Quand ils se déplaçaient pour aller vendre leurs produits auprès de clients potentiels dans les années 60, puis même après, ils ont souvent caché la nature recyclée de leurs produits pour être en mesure de les vendre. Alors, évidemment, les mentalités, heureusement, ont évolué, mais dans les années 60, acheter un produit qui était fait à partir de matières recyclées, c'était nécessairement un produit de moins bonne qualité, ce qui était évidemment une perception erronée, mais ça a été, dans une certaine mesure, difficile. Dans les années 60, ils étaient un ovni. Hein. Ils étaient une créature étrange dans le milieu des pâtes et papiers, dans le milieu de l'emballage, des produits d'hygiène. C'est devenu, au fil du temps, ce qu'on pourrait appeler un nice to have. Alors, les clients trouvaient ça intéressant que d'acheter nos produits, puissent réduire leur empreinte environnementale, par exemple.
Et aujourd'hui, avec le temps, ça continue à se transformer. C'est clairement devenu, à plusieurs égards, je dirais, un avantage compétitif pour nous. Aujourd'hui, il y a un paquet de nos grands clients qui ont des standards et des exigences de plus en plus élevées sur les questions environnementales et qui doivent, pour réduire leur propre impact, se retourner vers leur chaîne d'approvisionnement et demander à leurs fournisseurs de contribuer à réduire leur empreinte environnementale. Alors, ça nous positionne aujourd'hui dans je dirais, dans un endroit privilégié auprès de nos clients. Alors, il y a très certainement eu des obstacles à ça. Un autre des obstacles, je pense, c'est qu'on est une compagnie publique depuis le début des années 80. C'est évident quand une entreprise comme la nôtre décide, par exemple, d'investir dans des technologies vertes, de réaliser des investissements qui contribuent à réduire l'empreinte environnementale. Il y a parfois, de la part des investisseurs, des questionnements à savoir est-ce que les fonds qui ont été utilisés pour faire ça auraient pu être utilisés à autre chose pour générer davantage à court terme de bénéfices pour l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs nous connaissent mieux, savent qu'on est une entreprise qui travaille dans le moyen et dans le long terme. Dans le court terme, évidemment, il faut être une entreprise profitable, mais on a aussi une perspective, une préoccupation pour le moyen et le long terme. Ça, c'est important pour nous. Alors, et aujourd'hui, et M. Coupet l'a abordé un peu tout à l'heure, le monde des finances a changé. Il y a de plus en plus aujourd'hui de fonds d'investissement verts qui existent. Il y a de plus en plus de préoccupations de la part des grands investisseurs. Il y a de plus en plus d'organismes qui aujourd'hui mesurent la performance RSE des entreprises parce qu'il y a un appétit pour ça. Aujourd'hui, les gens vendent, et c'est de plus en plus vrai. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est de plus en plus vrai. Et ça va aller, je pense, en s'accentuant parce que les consommateurs veulent acheter des produits d'entreprises qui ont des comportements responsables, veulent acheter des produits qui eux-mêmes sont responsables, mais d'entreprises qui ont des opérations durables, responsables. Et donc, dans ce contexte-là, les gouvernements également mettent de plus en plus de pression. Donc, il y a très certainement, il y a eu des difficultés, mais il y a très certainement des avantages aujourd'hui. Puis, avant de passer la parole à Kathleen, il y a un type qui s'appelle Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque du Canada à une certaine époque, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre jusqu'à il y a quelques mois à peine, qui est, je dirais, une des personnes les plus connues dans le milieu de la finance mondiale, qui disait les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de plan de lutte au changement climatique et qui n'ont pas de plan sur la question des gaz à effet de serre sont vouées à la faillite. Alors, c'était ni plus ni moins ce qu'il disait. Il l'a exprimé très clairement, mais d'autres expriment aussi ces préoccupations-là. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt, d'autres organisations se préoccupent et investissent dans des entreprises qui ont une vision sur ces questions-là, qui ont des plans d'action sur cette question-là. Puis en ce sens-là, autant ça a pu être dans notre histoire compliquée dans nos débuts, autant aujourd'hui, je pense que ça nous place dans une situation qui est avantageuse. Les Frères Lemaire ont pratiqué le développement durable pendant à peu près 35 ans, sans en parler ou à peu près, sur la simple base qu'ils estimaient que c'était la bonne chose à faire et qu'ils avaient transposé dans leur entreprise leur valeur familiale. Et après tout ce temps, aujourd'hui, ça devient de plus en plus, je dirais, un grand avantage pour nous d'être à cet endroit-là. Un avantage concurrentiel. Tout à fait. Et moins. Kathleen, de votre côté? Oui, il y en a beaucoup d'obstacles. Je vais en choisir deux. Je vais en choisir deux. Puis je dirais, quand on a participé là, à la rédaction du livre avec André, il me disait, Kathleen, tu as nagé à contre-courant. Toi, tu as été comme dans le sens inverse. Habituellement, les entreprises sont profitables puis réalisent et se questionnent sur le sens et embarquent dans une démarche vers une entreprise progressiste. Toi, tu es arrivé avec une mission sociale et tu as décidé d'aller de rajouter l'aspect et la rigueur économique puis l'importance de générer des profits. Mais ça, ce chemin-là, c'est d'aller à contre-courant dans un marché. Et ce que ça fait, c'est que c'est la perception au Québec, surtout, que la santé et l'éducation doivent être des services complètement accessibles et gratuits. Fait qu'à chaque fois au début que j'arrivais quelque part, c'est une œuvre caritative, c'est un OBNL, et moi, non, on a décidé d'être privé parce qu'on a besoin de générer des profits pour la pérennité de l'organisation, mais ce langage-là dans notre domaine est encore à ce jour assez rare. La privatisation des services de santé et d'éducation, c'est mal perçu. Donc, c'est d'accepter d'être
contre l'image populaire publique. Mais finalement, en bout de compte, en bout de ligne, dire « Ah, mais gadon, ça fait 15 ans qu'ils sont là, il y a peut-être quelque chose qui marche dans cette recette-là » et ils réussissent à avoir de l'impact plus grand. Donc, je dirais que c'est le premier obstacle, c'est la perception externe. Puis le deuxième obstacle, il vient plus au niveau interne. Lorsqu'un employé arrive chez Déclic, il se demande tout le temps « Est où la pogne? » Pour les Européens qui sont qui sont à l'écran, je dirais, où est le défaut? On se questionne sur, pour nous, la transparence, je vous le disais d'entrée de jeu, est extrêmement importante. On a décidé d'avoir une organisation non hiérarchique, donc vraiment de distribuer le pouvoir. Et il y a peu d'organisations qui fonctionnent de cette façon-là. Donc, quand les gens arrivent d'un domaine de santé ou d'éducation, là, je vous dis, vous savez que chez nous, c'est très, très, très hiérarchique. Lorsqu'un professionnel arrive du réseau et arrive chez Déclic, c'est toute une rééducation pour amener cette confiance-là et dire non, c'est réel. Chez Déclic, on voit les chiffres. Chez Déclic, je comprends pourquoi 1 heure égale tant de profit. Et pourquoi c'est important? 1 heure chez nous, on parle même de sourire parce qu'on parle même pas d'heure, on parle de sourire. On génère 25 000 sourires par année. Donc, c'est vraiment, je dirais que l'autre obstacle, il est là, il est culturel, il est dans la perception que je dois demander une autorisation pour faire quelque chose. Non, chez Déclic, on fonctionne avec une entière transparence, avec une liberté, une partage des pouvoirs. Donc, il est aussi là, cet obstacle-là, parce que ça prend de l'énergie. Et on parle de culture, là, c'est pas en lisant deux, trois feuilles d'introduction ou de guide de fiches que tout à coup, on va pouvoir embarquer dans la parade. Non, c'est un changement culturel qui prend du temps, mais qui a un impact tellement, tellement fantastique, je ne ferais pas autrement. Ça me parle beaucoup ce que vous dites et ça parle à des gens qu'on a en ligne. Justement, comment c'est un défi moi j'appelle ça une detox qui est, qui est à faire. Comment on développe ces valeurs, cette posture, cette ouverture ou comment on déprogramme et qu'on développe vers autre chose? Est-ce que vous avez l'un de vous ou vous deux, un partage là-dessus? Comment vous vous y prenez? Bien, je vais y aller, je vais me lancer. Oui, mais oui, je oui, dirais, oui. Mais la première discussion qu'on va avoir chez nous, ça va être une discussion de confiance. Et lorsque je rencontre un collaborateur, pour la première fois, ça va être de lui nommer, mais regarde, on va se parler, tu as été engagé, tu as une maîtrise. Tu es capable chez toi, si le toit coule, tu vas savoir quoi faire, n'est-ce pas? Tu vas savoir qui appeler et tout mettre en place. Ben oui. Là, je parle de 2, 3 défis qu'on vit au quotidien. Ben oui, je m'en occupe. Parfait, OK. Tu peux décider comment tu vas éduquer tes enfants. Ben oui, OK. Bon, mais si tu peux décider tout ça et que tu as été recruté avec les compétences, ben chez nous, on te fait confiance. On fait confiance que si tu comprends les valeurs, si tu adhères aux valeurs et que la vision est claire, on fait confiance que tu sauras quoi mettre en place. De la même façon que chez toi, tu es capable de trouver les ressources pour résoudre des défis, mais c'est de la même façon que chez Déclic, on va pouvoir te laisser arriver avec tes initiatives et voici les ratios, voici nos indicateurs, mais après ça, on te fait confiance. Donc, et il s'engage là-dessus plusieurs discussions parce que c'est un cheminement beaucoup plus personnel. C'est de défaire des paradigmes personnels et les discussions qu'on réussit à avoir à ce niveau-là, mais ce que ça fait, c'est que ça crée une connexion à un niveau que c'est rare d'avoir en entreprise. Donc, tu connectes avec chaque individu à un niveau tellement profond dans l'être, là, que j'aime dire, qu'après ça, tout est possible et que tu es vraiment dans un espace de confiance. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Monsieur D'Amour, à grande échelle, comment on connecte avec tous ces petits cœurs? Bien, je dirais que qui se ressemble s'assemble. Et dans le cas de notre entreprise, qui a l'avantage quand même d'être connue, d'opérer depuis bientôt 60 ans,
on a développé une attraction auprès des gens qui se préoccupent des questions dont on se préoccupe. Et je vous dirais qu'il y a un grand nombre de gens qui joignent notre équipe qui sont attirés par notre entreprise à cause des valeurs de développement durable. Et ça nous place donc dans une situation où un grand nombre des candidats ou de nouveaux employés qui arrivent chez nous ont des prédispositions, je dirais, pour cadrer avec ce que l'on fait. Et généralement, ils ont un intérêt qui vient alimenter aussi ce qu'on fait. Alors, ça va dans les deux sens, ça les attire, mais ça vient nourrir également ce que l'on fait. Il y a chez nous le respect, c'est notre première valeur et je dirais que la confiance, comme Kathleen l'a parlé, est également un élément très important. On a plusieurs usines chez nous qui opèrent sur plusieurs chiffres sans supervision parce que les employés chez nous sont responsabilisés. Les employés chez nous participent au partage de profits. Les employés chez nous ont l'information de l'entreprise. Ils sont rencontrés au minimum 2 fois par année dans la direction de chacune de leurs unités. On va partager avec eux les défis, les difficultés, mais aussi les succès de l'entreprise. Alors, on est dans une gestion, je dirais, très participative. On est dans une gestion ouverte. On a d'ailleurs une politique de porte ouverte chez nous. On ne travaille pas les portes fermées chez Cascade. Et M. Coupet connaît peut-être l'anecdote qui est intéressante. Culturellement, quand les frères Lemaire se sont déplacés vers l'Europe, ont fait leurs premières acquisitions en Europe. À l'époque, Bernard Lemaire s'était rendu dans sa première usine à La Rochette, en France, qu'il avait acquise. Et les gens là-bas travaillaient tout le monde la porte fermée. Et c'est important chez nous que l'information puisse se diffuser. C'est important que les gens puissent entendre. Il y a une question de confiance là-dedans. Et on part du principe que si les employés sont bien renseignés et savent ce que l'entreprise cherche à faire, bien, ils vont faire du sens de ce qu'ils font à tous les jours. Alors, Bernard Lemaire, allé en Europe pour les premières fois, constatait que les employés travaillaient tous la porte fermée. Leur disait, bien, chez Cascade, on travaille la porte ouverte, on partage l'information, puis on est une entreprise ouverte. Il retournait à quelques reprises avec toujours le même problème. Alors, un jour, il a dû les menacer. Il a dit, si je reviens la prochaine fois, les portes sont fermées, on va faire enlever toutes les portes. Alors, c'était pour montrer à quel point la question de la confiance que Kathleen soulevait est importante dans une organisation. Et il y a peut-être des gens qui, dans une organisation comme la nôtre, qui ne correspondent pas à leur façon d'opérer, c'est possible. Mais à un moment donné, la culture chez nous, elle est très forte, elle est importante. Les valeurs, on les vit aussi sur une base quotidienne. Et les valeurs ne sont pas seulement des trucs qu'on voit dans un cadre. Nous, à chaque année, dans chacune de nos 90 usines à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, il y a un employé qui est reconnu pour chacune de nos valeurs. On remet une espèce de prix aux gens qui incarnent le mieux les valeurs de l'entreprise. Et ce sont les employés qui mettent en nomination leurs collègues de travail. Ce sont les employés qui choisissent leurs collègues de travail qui incarnent le mieux nos 4 grandes valeurs. Donc, chez nous, c'est quelque chose de très concret. Ça vit, je dirais, à tous les jours. Et on a fait un exercice où on a révisé nos valeurs il n'y a pas si longtemps. On en avait 6 au départ qui étaient des mots uniques. On les a transformés en courtes expressions, je dirais, un peu plus punchées. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ferait le tour d'entreprise chez nous et probablement que 80% de nos employés pourraient vous nommer les 4 valeurs. Alors, ça fait vraiment partie, c'est quelque chose quand les employés entrent, qui est intégré, qui est enseigné et ça se rattache à des comportements qui sont reconnus et même récompensés dans notre organisation. Donc, on reconnaît bien la dimension de ton modèle, André. Oui, absolument. Je suis vraiment ravi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'avais peut-être une précision, puisque j'ai vu qu'il y avait une question de poser. Est-ce que ce n'est pas la confiance qui est au tout début et Kathleen utilise beaucoup le terme confiance. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais pour moi, la confiance est une résultante de plusieurs valeurs. Et s'il n'y a pas d'intégrité, il n'y aura pas de confiance. Donc, l'intégrité étant pour moi une valeur de base, elle va découler sur la confiance. Et en fait, c'est des questions de mots. Moi, je préfère le mot ouverture. L'ouverture d'esprit, l'acceptation de l'autre et de son raisonnement, de sa réalité, de ses différences culturelles, etc. C'est un a priori qui débouche sur la confiance. Et quelquefois, on mélange les deux, mais la confiance prend plus que ça. Elle prend d'autres valeurs aussi. Voilà, c'est une petite
un ajout, tout simplement. Voilà. Oui, puis ça fait bien le tour avec ce qu'on voit Ah oui, sur oui. le chat. Hein. On avait une question sur le contrôle, puis M. Damour, vous en avez bien parlé. Dans le fond, on a Oui. laissé une grande partie du contrôle aller. On parle beaucoup de co-responsabilité dans chacun de vos discours. Les défis que vous entrevoyez pour la suite, le pas de plus que vous envisagez chacun dans vos organisations, comment vous voyez ça? Qui se lance? Je dirais, dans notre cas, évidemment, on est une entreprise manufacturière. Toute la question de la décarbonisation de l'économie va jouer un rôle très important pour nous dans l'avenir. Et ça va être un enjeu quand même important. Chez Cascade, on a réduit notre empreinte carbone de 50 par rapport à l'année de référence 1990, qui est utilisée généralement quand on parle du protocole de Kyoto. On a réduit de 50 l'intensité de nos émissions de GES. Mais on s'en va vers une économie décarbonisée. De plus en plus, les gouvernements prennent des engagements de zéro émission ou de zéro carbone pour 2050. C'est sûr que pour une entreprise manufacturière énergivore comme la nôtre, ça va poser des défis importants. On est aligné pour relever ces défis-là, mais ça va se faire. Ça va demander des investissements, ça va demander des efforts importants. Puis je dirais dans une perspective, puis je ne veux pas être mal interprété ici, mais dans une perspective où la responsabilité sociale environnementale des entreprises devient de plus en plus importante et où il y a un mouvement, je dirais, de masse des organisations vers ça. Un de nos défis, ça va être de continuer à se distinguer. Alors, je disais tout à l'heure, pendant longtemps, on a fait du développement durable, on a fait de l'économie circulaire. Enfin, on est construit autour de l'économie circulaire. On l'a pratiqué avant que le concept n'existe. Ça va être de plus en plus difficile dans une perspective où tout le monde prend ce virage-là de se distinguer pour une entreprise comme la nôtre. Alors, vous me direz que c'est un beau problème, mais c'en est quand même un. Et puis, je vais peut-être juste ajouter un élément tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, c'est quoi le retour sur l'investissement de s'engager dans des démarches de responsabilité sociale, de s'engager dans des démarches de réduction d'empreinte environnementale? J'ai lu une expression dans un livre qui n'est pas aussi complexe que celui de M. Coupet, de Jeffrey Raymond, qui a écrit un livre qui s'appelle The Story of Purpose, dans lequel il réfère au ROI, le Return on Inspiration. Et je trouvais cette expression-là était assez extraordinaire. On a récemment fait un programme de véhicules électriques pour nos employés. Il y a un employé qui nous a soumis l'idée toute simple, qui nous a dit, bien, Cascade, vous mettez beaucoup d'efforts à réduire votre empreinte carbone. Pourquoi vous n'aideriez pas vos employés à réduire la leur? Alors, vous devriez installer des bornes électriques dans toutes les usines et puis les employés vont s'acheter des véhicules électriques et puis ça va leur permettre de réduire leur empreinte. Alors, on est allé au bout de l'idée, puis finalement, on a mis en place le programme, on a installé des bornes dans l'ensemble de nos usines, on a fait partout au Québec et en Ontario. On a voulu aller un peu plus loin, on a donné une subvention non remboursable de 2 000 $ à tous nos employés qui s'achètent un véhicule électrique, donc pour les inciter à prendre ce virage-là. Il n'y avait pas sur le plan strictement business et financier, il n'y a pas de retour sur l'investissement financier à court terme qu'on peut comptabiliser tout ça. Mais quand on a posé ce geste-là, il y a eu un engouement et une fierté telle de nos employés. Quand je parlais du retour sur l'inspiration, ça a été exceptionnel. Nos employés ont diffusé cette nouvelle-là, ce programme-là sur les médias sociaux. Je pense aux milléniaux, entre autres, qui cherchent beaucoup à faire du sens à travers le travail. On s'échange à tous les jours à travers le travail. On ne veut pas le faire dans une organisation qui nous donne plus ou moins de sens. On veut le faire à un endroit où on va au-delà de juste des profits. Je dirais l'impact que ça a créé auprès de nos employés, la fierté que ça a créé. Ce pas tous des employés qui roulent en véhicule électrique en passant aujourd'hui, mais de travailler pour un employeur qui en fait un peu plus qu'il ne devrait en faire pour des questions sociales et environnementales. Ça crée à tous les jours, je dirais, un attachement, une adhésion. Ça crée un dévouement et c'est ce qui fait, je pense que... Alors, le retour, il n'est pas toujours là où on l'attend. Mais je pense qu'il est là. Il faut le faire évidemment intelligemment, il ne faut pas se mettre hors jeu, il faut demeurer des entreprises rentables, mais quand on pose ces gestes-là, il y a toujours à quelque part un retour, il n'est pas toujours là où on attend. Oui. Dans tous les cas, c'est payant.
Oui, oui, c'est payant, Caroline, surtout si on se détache du très très court terme. Si on regarde ça sur le moyen et le long terme, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer la corrélation entre les critères économiques, les résultats économiques et les critères extra-financiers. Donc ça, c'est maintenant prouvé. Et M. Damour a parlé de fierté, de mobilisation. La mobilisation génère une productivité supplémentaire. C'est beaucoup plus facile de recruter aujourd'hui des milléniaux dans une entreprise qui a une raison d'être orientée vers l'utilité sociale que vers les profits. On voit les jeunes réagir et Kathleen le sait aussi. Je pense que pour recruter, la mission, la raison d'être de l'entreprise, c'est un atout formidable. C'est ce qu'on appelle les marques employeurs, les marques positives. Et on pourrait mettre la mobilisation de toutes les parties prenantes pour votre entreprise. C'est un atout économique, M. Damour, extraordinaire pour les 50, les 100 prochaines années, j'ai envie de dire, parce que tout le monde va faire de la co-construction avec vous. Les fournisseurs, les clients et les employés vont co-construire des produits et des services. Donc, pour moi, sur le long terme, c'est tout bénéfice. Est-ce que, Kathleen, vous avez envie de réagir à ça? Ben, en fait, je suis totalement d'accord. Puis je vais juste répondre à quelqu'un qui demandait c'était quoi le livre, là? C'est vers une entreprise progressiste. On va vous envoyer le lien tout de suite après le panel pour vous le procurer. Puis, non, mais j'abonde dans le sens de M. Coupet, là, quand il parle de pouvoir co-créer les services de demain, co-créer les produits de demain avec toutes les parties prenantes. Chez nous, c'est ce qui nous a permis, puis ça répond en même temps avec une autre question que je vois dans le chat, c'est ce qui nous a permis de justement traverser cette crise-là, c'est d'avoir mis nos clients, d'avoir mis les parents, d'avoir mis des clients potentiels et même ceux à qui on a dit non, mais aidez-nous à mieux vous servir. Non, parce que nos listes d'attente sont pleines. Non, on ne peut plus fournir, mais on veut réussir à fournir différemment. Acceptez-vous de venir co-créer avec nous pour pouvoir offrir encore plus de services. Puis c'est génial lorsqu'on est dans cet esprit d'ouverture-là, tout ce que ça peut apporter. Mais pour répondre à ta question, Caroline, quand tu demandais quels sont les défis que je vois, chez Déclic, présentement, moi, je suis préoccupée par l'avenir sans Kathleen. C'est de pouvoir rendre l'organisation entièrement autonome. On parle d'autoresponsabilisation, d'entreprise libérée, mais je suis très consciente que demain matin, je serai plus là puis qu'il y aurait un impact et ça, c'est fragile. Donc, il est là notre plus grand défi. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer cette pérennité-là sans le chef d'entreprise fondateur? Je suis de ton avis, Kathleen. Pour moi, le grand défi autour du concept d'entreprise progressiste, il est dans la gouvernance. J'ai bien dit que c'était la question, l'enjeu du pouvoir et la façon de repenser le pouvoir, de le partager, de l'assumer collectivement. C'est pas tout de suite que les conseils d'administration, par exemple, vont s'imaginer qu'ils sont là pour seulement défendre les actionnaires. Aujourd'hui, les administrateurs, c'est normal, on défend les actionnaires et puis les dividendes. Je vois chez Sanofi, ces jours-ci, Sanofi, on distribue 4 milliards de dividendes alors qu'on est obligé de mettre des milliers de personnes à pied et qui n'ont pas été capables de sortir le vaccin que tout le monde attend. Mais on récompense les actionnaires. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le cours de bourse se dégringole. Donc, on gère le cours de bourse. Vous savez, il y a des fonds ISR, M. Damour le mentionne, et puis ça bouge. Mais ce n'est pas encore la majorité des investissements qui sont ISR. Et les règles du jeu de la finance sont encore omniprésentes. Les marchés financiers imposent ces jours-ci à Danone de mettre à pied du personnel, de changer quantité de choses pour la bonne raison qu'ils ne font que 13% de marge opérationnelle alors que Coca-Cola et Nestlé font 15 ou 16%. Et 13%, c'est pas nul, non? Eh bien, on verra ce soir, mais il y a une réunion de conseil d'administration de Danone aujourd'hui. Je suis très inquiet. Parce que les marchés vont parler.
Mais si je peux me permettre, M. Coupet, il n'en demeure pas moins qu'on a longtemps cru qu'il fallait faire le choix entre la responsabilité sociale, la réduction de l'empreinte environnementale ou les entreprises rentables. Et je pense que l'on est rendu au-delà de ce débat-là. On a déjà franchi quand même une distance qui est importante. Oui. Et vous avez raison, il y a des entreprises qui se gèrent encore à courte vue en fonction du profit, du balance sheet. C'est vrai. Mais il y a des entreprises qui sont publiques, qui sont cotées en bourse, qui ne sont pas gérées exclusivement comme ça. Il y a toujours une notion, pour rester en business, il faut faire des profits, mais il en demeure pas moins qu'on est quand même ailleurs d'où on a déjà été. Ah oui. Puis, on est en quelque sorte une preuve vivante, une entreprise manufacturière qui s'est construite autour de la récupération à une époque où ça n'existait pas. On a un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars aujourd'hui. On a 12 000 employés, 90 usines à travers le monde. Puis on est une entreprise cotée en bourse. Alors, c'est possible de le faire. C'est sûr que le système, disons, n'est pas construit de façon à enfanter ou à engendrer ce genre de modèle-là, mais pour je dirais, les gestionnaires d'entreprise qui ont des convictions, il y a moyen de le faire quand même. Il y a beaucoup de questions sur le chat. On pourra peut-être même y répondre après. Peut-être, il nous reste 4 minutes en guise de mot de la fin. Puis je sais qu'il y a des gens qui quittent. Soyez assurés qu'on va vous envoyer le lien pour vous procurer le livre. Alors, on a vos coordonnées. Soyez rassurés là-dessus. Vous l'avez dit, vous deux, vous êtes nés dans vos entreprises sont dans cette mouvance, cette philosophie depuis le tout début. Si vous aviez un conseil à donner à des gens des dirigeants d'entreprises qui ont envie de se lancer, de remettre cette réflexion vivante auprès de leur comité de direction, auprès de leurs différentes parties prenantes, par où on commence? Quels conseils avez-vous à leur partager? Kathleen? C'est une bonne question. On dit souvent que ceux qui voyagent beaucoup, les plus grands voyageurs sont ceux qui ont été capables de voyager intérieurement. Finalement, c'est pas tant tous les endroits où tu as été. Et j'appliquerais ça, mais pour l'entreprise. Donc, si on a envie d'aller vers un mode progressiste, le premier pas, c'est de revenir à soi, à son identité, et d'au-delà de ce qu'on fabrique, mais c'est le pourquoi diviser, là, comme dans le livre, là, comme André l'a écrit, là, non pas pourquoi ensemble, mais pourquoi diviser. Et se poser cette question-là en équipe, ce serait déjà un beau premier pas. Revenir à l'humain. Moi, j'aurais eu 2 éléments peut-être pour répondre à la question. Il faut arrêter de penser au coût de devenir une entreprise progressiste, une entreprise responsable. Il faut penser au coût de ne pas l'être, parce que bientôt, c'est à ça qu'on va devoir faire face. Puis je dirais qu'il faut le faire avec les employés. Les employés, à tous les jours, vivent les valeurs dans une organisation, vivent la culture, voient des choses. Et il n'y a pas de vision progressiste meilleure que celle qu'on bâtit avec ses employés. Alors, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un exercice qui se fasse en vase clos à haut niveau, mais il faut que ce soit quelque chose dans lequel on implique les employés. Mais je pense qu'on pense tous les trois la même chose parce que sincèrement, dès que tu as posé ta question, Caroline, je me disais, moi, si j'avais qu'une chose à faire, je ferais un petit groupe de réflexion avec 7-8 employés pendant une journée, là, puis de réfléchir à notre futur, à notre raison d'être autour de nous. Et puis ça part le bal, on a mis le doigt dedans, comme je disais tout à l'heure, le pied ou le doigt, comme on voudra. Mais on sera parti avec ça. Voilà. Ah, mais je suis d'accord. Si je peux rajouter sur ce qu'André vient de dire, moi, je le vois au groupement des chefs d'entreprise. On a des cellules de co-développement. Puis, j'ai vu des ateliers où la magie s'est révélée en se partageant ces questions-là. La force du regard de l'autre, on grandit à travers le regard de l'autre et c'est hyper puissant de se poser des questions-là ensemble. Caroline, je ne voudrais pas qu'on s'en aille sans avoir mentionné que Cascade était rendu au 17e rang du classement de Corporate Knights. Hein, c'est un championnat mondial
hein, puisque c'est toutes les entreprises du monde qui concourent à ce classement, et Cascade est 17e. Hein, ils rendent public les 100. Il n'y a que 3 ou 4 joueurs canadiens là-dedans. Tous les autres sont de tous les pays du monde. Alors, bravo à Cascade, ça vaut son pesant d'or. Tout à fait. Vous avez été vraiment extraordinaire, d'une générosité et d'une limpidité. Je pense qu'on a là un discours certes inspirant, mais très concret et accessible. Alors, je vous remercie tous les 3 du fond du cœur. On a des beaux commentaires aussi sur le chat. Je pense, André, tu étais déjà dans un mouvement, mais tu ne fais que l'accélérer. Alors, merci pour cette source d'inspiration. Puis, je pense qu'on a lancé un rendez-vous aujourd'hui, mais on pourra peut-être aussi poursuivre dans cette veine-là. Ça suscite tellement de belles questions. Alors, merci à tous d'avoir participé, d'avoir interagi sur le chat. On en prendrait encore plus. Et merci Kathleen, Monsieur Damour, André. On se revoit très bientôt. Bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez.